Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. En juin 2018, Julien Arbé, photographe et éducateur à l'environnement dans le Jura, est pour la première fois sélectionné au concours international de photo nature de Montier-Anders, une référence en la matière. L'animal qui lui vaut la reconnaissance du monde professionnel, c'est le fameux et rare ticodrome, que l'on surnomme également l'oiseau papillon. Ce montagnard par excellence se réfugie à plus basse altitude pendant l'hiver, et notamment en Saône-et-Loire ou encore dans le Jura, où Julien le suit tous les ans depuis 2017. Cette photographie, comme un porte-bonheur, est devenue par la suite la couverture du livre de Julien Arbé, Ma vie sauvage dans le Jura. Et pour en savoir plus, nous avons le plaisir de l'accueillir par téléphone. Julien Arbé, bonjour. Bonjour. Alors Julien, le ticodrome échelette est un oiseau montagnard qui passe sa période de nidification en altitude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on le surnomme l'oiseau papillon ? On appelle l'oiseau papillon parce qu'il a un vol assez saccadé. Il a des grandes ailes disproportionnées par rapport à sa taille. Et il a un vol qui ressemble un petit peu à celui d'un papillon. Il n'a pas un vol direct. C'est comme s'il ne savait pas exactement où il allait. Donc il virevolte à gauche, à droite, il a un vol assez saccadé, des grandes ailes avec des taches rouges dessus. Il vit exclusivement sur les falaises et on a l'impression, quand on le voit de loin, que c'est un petit papillon qui se promène sur la falaise. Julien, c'est un oiseau qui grimpe sur les parois, il fouille les failles à la recherche d'insectes avec son long bec. Est-ce que vous pouvez nous décrire précisément ses particularités physiques? À quoi ressemble cet oiseau? C'est un oiseau assez original qu'on trouve dans les Alpes et l'Himalaya surtout. Il a un long bec fin légèrement arqué, un très long bec fin. Il est gris-noir avec des taches rouges écarlates sur les ailes. Alors quand il escalade les falaises, il a les ailes généralement qui sont repliées sur le dos. On voit seulement un oiseau gris-noir et c'est seulement quand il ouvre les ailes de temps en temps qu'on voit apparaître les taches rouges et puis pof, qu'on a les éclats de couleurs comme ça qui nous sautent aux yeux. Il y a une différence de plumage entre les mâles et les femelles? En période hivernale, non. Moi, je fais des photos seulement en période hivernale. Et là, je peux pas différencier le mâle de la femelle. Par contre, au printemps, à partir de fin avril, le mâle change de couleur. Il a la gorge qui devient noire. Il passe en plumage nuptial. Il a la gorge noire charbon. Donc, du coup, on arrive à les différencier, les mâles et les femelles. Mais en dehors de la période de reproduction et de nidification, non, on peut pas. C'est un oiseau qui fait quelle taille à peu près, Julien? C'est pas la même silhouette, mais c'est à peu près gros comme un moineau. C'est assez petit, hein. C'est un petit oiseau avec des grandes ailes. Ouais, il doit faire peut-être en envergure, faudrait vérifier dans un bouquin, il doit faire un peu moins de 30 cm d'envergure, je pense. Alors il y a assez peu d'oiseaux qui grimpent comme ça sur les falaises. Comment sont ses pattes? Il a des grands doigts avec des très très longs ongles arqués. C'est comme s'il avait des grosses griffes pour s'agripper au rocher. D'ailleurs, ticodrome, ça vient de... Ticos, c'est les murs, drome, c'est le mouvement, c'est celui qui bouge sur les murs. Alors, on le trouve sur les falaises sur lesquelles il s'agrippe. Il escalade, il va toujours de bas en haut. Il arrive au pied de la falaise, il grimpe en fouinant dans les fissures, les petites cavités. Il va chercher des araignées, des insectes. Une fois qu'il arrive en haut de la roche, il s'envole. Il revient en bas de la roche et il escalade. Et il fait ça de falaise en falaise un petit peu toute la journée. Du coup, il est essentiellement insectivore. Est-ce que ça lui arrive de se nourrir au sol ou jamais? Alors moi, je ne l'ai jamais vu se nourrir au sol. Je ne l'ai jamais vu sur une branche. Je l'ai toujours vu qu'en falaise. Il y a eu quelques observations où il prenait des bains, où il se nettoie le plumage au pied de cascade ou alors il prend des bains de poussière sur des petites vires rocheuses pour se déparasiter. Mais sinon, il est vraiment strictement rupestre, quoi. On peut le trouver sur des bâtiments en hiver, en période d'hiver, on peut le trouver sur des citadelles, des châteaux forts, des fortifications, des constructions humaines faites de pierre et des constructions assez grandes. Même des fois des façades d'immeubles dans certaines villes, mais seulement en hiver. Julien Arbé, on dit que le ticodrome échelette est le seul représentant de sa famille. Alors, concrètement, pour un naturaliste, ça veut dire quoi? C'est ce que j'aime dans cet oiseau, c'est son originalité, quoi. Mais c'est un petit peu mon oiseau fétiche. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment de cousin, en tout cas chez nous. C'est un oiseau qui est vraiment particulier, de par son mode de vie, de par sa silhouette, son comportement. C'est vraiment le seul oiseau qu'on verra, petit oiseau grimper sur les falaises pour aller chercher des petits insectes dans les fissures. Donc c'est un côté unique, original.
comme il mange que des insectes ou des araignées et qu'il habite le reste de l'année en haute montagne, en hiver il y a de la neige, il fait froid, du coup il a plus rien à manger. Donc c'est là qu'il va redescendre en altitude et quelques couples vont s'arrêter dans le Jura. Mais en Franche-Comté, l'année passée, on avait 2 couples nicheurs qui étaient recensés dans toute la Franche-Comté. Donc c'est un petit montagnard original et c'est ça qui me plaît. Julien Arbé, le ticodrome évidemment est un oiseau qui est protégé. Comme vous l'avez dit, il ne semble pas vraiment en danger sur notre territoire parce que comme il vit très haut, notamment l'été, son habitat reste sensiblement préservé. Et qu'est-ce qui explique alors qu'il soit si rare ? C'est plus un oiseau de la haute montagne que de la moyenne montagne en fait. C'est un oiseau qu'on va trouver sur les vires rocheuses où il y a des lagopèdes, où il y a des bouquetins, où il y a Alors pourquoi on le trouve moins en pleine en période de nidification, je sais pas, peut-être qu'il préfère nicher en altitude parce qu'il va avoir moins de prédateurs. Une période de nidification, donc Julien, qui se déroule en altitude. Combien de petits s'envolent chaque année ? Ah, j'ai jamais vu ni de jeunes ni d'oiseaux en période de reproduction. Vu la taille de l'oiseau, ça doit être 3 ou 4 petits qui s'envolent chaque été. Il a un chant particulier, ce ticodrome. Vous l'avez déjà entendu chanter, vous ? Alors, j'ai entendu quelques fois. C'est vraiment un chant surprenant. C'est un cri qui est très très fin, très aigu, très fin et qui dure un peu sur la longueur. Ça ressemble un peu à un sifflement, mais très aigu. Quand on l'entend, c'est qu'on est à quelques mètres, en fait. Mais hors période de nidification, il vocalise très peu. Moi, je l'ai entendu quelques fois, dont une fois l'hiver dernier, il y avait 2 individus qui se retrouvaient en hiver sur une même falaise et qui se faisaient un petit peu la bagarre. Et là, il y en a un qui criait de temps en temps. Alors, c'est pas des parades nuptiales, c'est pas du chant, c'est plus du cri, mais c'est un sifflement très fin qu'on entend à faible distance. Vous parlez de bagarre, justement. Le ticodrome, un oiseau plutôt solitaire ou plutôt grégaire ? Il est en couple pendant la période d'élevage des jeunes, sinon il est assez solitaire. Il est même solitaire, mais il y a certaines falaises qui sont visitées par des fois 2 ou 3 ticodromes. Il y a un site sur le massif du Jura où il y a 3 ou 4 ticodromes régulièrement sur une grande falaise et ça arrive qu'ils se volent dans les plumes. En hiver, le ticodrome va donc profiter, comme vous nous l'expliquiez, des infrastructures humaines pour rendre son hiver un petit peu plus doux. Est-ce qu'il revient tous les ans au même endroit, Julien ? Moi, de ce que j'ai constaté, oui. Alors, ça fait 3 ans que je vais particulièrement sur une falaise en hiver. Moi, je commence à y aller. Là, je vais bientôt commencer à y aller. Là, d'ici 2 semaines, ils vont arriver. Ils repartent fin mars, début avril. Alors, j'en ai 1 ou 2, moi, sur la falaise chaque hiver. J'imagine que ce sont les mêmes. Alors, je vais pouvoir vérifier cet hiver parce qu'il y en a un qui a une petite tache derrière l'œil. Donc, je vais pouvoir reconnaître l'individu s'il revient cet hiver. Julien Arbé, vous suivez dans le Jura le ticodrome depuis au moins 2017. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez cet oiseau ? C'est un défi pour moi parce qu'il est petit, il est toujours en mouvement. Des mouvements assez imprévisibles, donc il est difficile à photographier. Il vit sur des falaises qui sont assez compliquées d'accès. Faut imaginer que je peux pas me le prendre en photo à 40 mètres de distance. Faut que je sois à quelques mètres seulement. Donc, il faut que je répète les affûts quasiment quotidiennement. Chaque hiver, c'est un peu plus de 300 heures que je consacre juste à cet oiseau. C'est ça qui me plaît, c'est la difficulté. Moi, je rêve de l'avoir avec un insecte dans le bec. Alors, je l'ai eu l'année passée, mais la photo est pas vraiment nette. Ou de l'avoir en vol. Alors, il y en a parfois des photographes qui s'accrochent aux falaises pour prendre le ticodrome. Chacun a sa petite technique. Vous, comment vous préparez vos affûts, j'imagine, qui sont particuliers pour le ticodrome ? J'ai visité beaucoup de falaises. Il y a une falaise où je me trouvais en surplomb, donc j'étais au-dessus de la falaise, assis sur le bord, en fait, avec les pieds dans le vide. Et une autre falaise où j'étais en dessous, au pied de la roche. J'ai un peu plus de succès sur la deuxième falaise où je suis au pied de la roche. Donc, pour le moment, j'ai laissé tomber la première falaise. Donc, maintenant, je fais plus que mes affûts au pied de la roche. Donc, c'est à force de repérer les fissures qu'il va aller visiter. Je sais à peu près où me placer. Je m'assieds. Donc, c'est en hiver dans la neige, c'est l'hiver. Pas trop près de la falaise parce qu'il y a des glaçons qui tombent, il y a des chutes de pierre. Et puis, j'ai la tête en l'air. J'ai l'appareil en bandoulière. C'est pas un oiseau qui est forcément très farouche, donc quand il arrive, je peux bouger un petit peu. Faut pas que j'ai des mouvements trop brusques, mais je peux bouger un petit peu. Des fois, je fais des affûts derrière un filet de camouflage quand je me mets vraiment pas loin de son passage pour pas lui faire peur.
c'est comme ça qu'on peut réussir à photographier des séances de toilettage, des choses comme ça. J'arrive au pied de ma falaise, je m'installe, j'ai 2 pantalons, des grosses paires de chaussettes, une grosse veste, un bonnet, des gants pour pas avoir froid. Souvent, le petit thermo de café dans la poche qui fait du bien sur le coup des 10 heures. Les infos au Ticodrome durent 4, 5, 6 heures. Hein. Donc ça, c'est long. Et j'ai la tête en l'air et j'observe et je guette. Et dès que je le vois arriver, je me prépare, je vérifie mes réglages et puis je l'attends. Je croise les doigts pour qu'il passe là où je l'attends. Julien Harbé, à force de persévérance, vous avez réussi à observer un Ticodrome à quelques mètres seulement de votre objectif. Alors j'imagine que vous gardez vraiment un bon souvenir de ce premier moment-là, de proximité. Le tout premier moment de belle proximité, j'ai pas pu faire la photo parce qu'il m'a surpris. Il arrivait par en dessous, j'étais au-dessus d'une falaise, il arrivait par en dessous, je l'ai perdu et il est réapparu, mais vraiment à côté de moi, à même pas 2 mètres. J'avais l'appareil, mais je m'attendais pas à le voir ressortir ici, donc j'étais un peu frustré. Je me suis dit, oh là là, j'ai loupé une super photo. Alors, on croit toujours que la photo qu'on a loupée, ce sera la meilleure. Hein. Ça aurait peut-être été une photo complètement ratée, j'en sais rien. Mais bon, ma première belle observation de près, ça a été ça. La deuxième aussi, j'étais tout près, mais j'ai pas pu prendre en photo. Puis ensuite, à force de persévérance, j'ai réussi à l'avoir de près. C'est pas forcément les photos les plus jolies où il est de près, mais c'est des photos qui changent un peu des ambiances que je fais habituellement. Vu que c'est un oiseau de l'hiver et des falaises, j'aime bien la voir de assez loin, mais pas trop quand même qu'on le voit bien, mais avec des ambiances, avec des glaçons qui pendent, avec des buissons accrochés à la falaise, avec la pluie ou la neige qui tombe. C'est un peu ça que je cherche. Un mot, Julien, sur cette photo de Ticodrome qui vous a permis d'être présélectionné à Montier-en-Der et qui illustre d'ailleurs votre livre « Ma vie sauvage dans le Jura ». Est-ce qu'on peut dire que c'est la photo dont vous rêviez quand vous avez fait votre tout premier affût ou c'était pas du tout celle-là, votre photo de rêve ? C'est un oiseau qui est assez imprévisible dans ses mouvements, du coup c'est difficile de se dire tiens, je veux l'avoir dans cette position-là, à cet endroit-là. Donc je me suis jamais vraiment figuré une image. Hein. Il y a pour certaines espèces, je me fais une image en tête et puis j'assiste jusqu'à arriver à cette image-là. Pour le Ticodrome, c'est pas vraiment le cas, mais c'est vrai que c'est une image quand je l'ai faite qui m'a beaucoup plu. En plus, c'était un jour où j'étais en train de quitter l'affût en fait. J'étais à l'affût au Ticodrome, je quitte l'affût quand il arrive, je me rassieds, il fait sa petite grimpette, il arrive près de moi, il vole et il est arrivé à un endroit où jamais je l'avais vu encore se poser, c'est là où je l'ai pris en photo. Il est quasiment à ma hauteur, donc c'était une chance. Je suis super content de cette photo, mais c'est de la chance mêlée à de la persévérance, quoi. Mais il y a le petit coup de pouce de la chance qui m'a bien aidé. Julien Harbé, dans votre livre « Ma vie sauvage dans le Jura », on retrouve une centaine de photos qui sont accompagnées de textes poétiques. Est-ce à dire que vous êtes également amoureux des mots ? Ouais, j'aime bien... J'aime bien les mots, j'aime bien le sens des mots, j'aime bien l'étymologie des mots, j'aime beaucoup la poésie, donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire un bouquin en mêlant mon attirance pour la nature avec la poésie, pour mettre en valeur un peu mes ressentis. Pas que ce soit quelque chose de très descriptif, mais plutôt quelque chose basé sur les émotions. Et puis comme je prenais plus beaucoup le temps d'écrire, j'aimais bien écrire, mais plus ça va. Et moi, je prends le temps, donc je me suis dit, c'est l'occasion de s'asseoir, de réfléchir à ce que je veux dire et de le dire avec mes mots comme j'ai envie de le faire, quoi. Et en plus, avec une préface signée Thiers Fenn, quand même. Ouais, alors je suis super content. J'aime la poésie et j'aime pas mal la chanson française. Et il y a un chanteur que j'aime beaucoup, c'est Hubert Félix Thiers-Fenn. J'aime autant le personnage que ses chansons, que ses textes, que sa musique, et je me suis dit, il est du Jura, j'ai l'impression que la nature, ça lui parle pas mal, il habite en limite d'une grande forêt, il est assez passionné, il aime la nature. Donc je me suis dit, j'y vais au culot, je vais lui proposer la maquette et lui demander s'il veut me faire ma préface. Et puis, 1 mois et demi après, j'ai reçu la réponse positive. Alors, j'étais super content. Comme quoi, il faut tout tenter. On perd rien d'essayer. Et des fois, ça marche. Julien, dans ce livre, vous évoquez aussi la place de l'homme dans la nature. Alors, justement, quand la France était confinée, eh bien vous aviez le droit d'aller dans la nature pour travailler, pour photographier. Est-ce qu'on peut dire que c'est une période qui a permis à la nature de souffler un peu ? Ouais, c'est sûr que ça a permis de souffler, les oiseaux s'entendaient, il y avait moins d'odeurs humaines, peu d'échappement, etc. C'est un tout, hein, pour les insectes, ça arrivait plus facilement à se retrouver, les oiseaux pouvaient se retrouver aussi plus facilement, les mammifères avaient moins peur des humains puisqu'ils les croisaient moins souvent leur chemin.
Pour moi, en tout cas, c'était une super chance, c'était un privilège. Vraiment, j'ai senti comme un privilège quand j'étais dehors à guetter les animaux dans le calme. Alors qu'il y a pas mal de copains, de concitoyens, de la famille qui étaient bloqués chez eux, je me suis senti privilégié à tel point qu'au début, j'osais pas trop dire que je sortais. J'avais un peu de mal à me placer par rapport à ça. Puis après, le confinement a duré et je me suis dit, après tout, faut que je vais montrer à ceux qui me suivent et puis aux gens que j'apprécie des photos de la nature que je fais en ce moment, parce que je pense qu'eux aussi ils ont besoin de nature quelque part. Donc, après, je me suis un peu tranquillisé par rapport à ça. Mais j'ai vraiment senti comme un gros privilège que j'ai eu ce printemps. Quels sont les changements les plus impressionnants que vous ayez pu observer pendant le confinement, justement, pendant que vous aviez cette chance d'aller dehors? La chose qui m'a marqué le plus, c'était le bruit qui s'est tu, quoi. Plus d'avions, vraiment les avions. Hein. Moi, j'ai beaucoup repéré des oiseaux au champ ce printemps parce qu'il n'y avait pas les avions qui passaient dans le ciel. Il n'y avait pas les voitures qui passaient sur les routes nationales ou forestières, hein, peu importe la taille des routes. Il n'y avait pas de randonneurs, de cyclistes. C'est pas ceux qui font le plus de bruit, mais j'avais vraiment des matinées où j'entendais que les oiseaux, quoi. Un soir, je me rappelle, j'étais à l'affût au blaireau. Il y avait un brouillard à couper au couteau. Et c'est une des premières fois où j'ai entendu un vrai silence. Ça m'a vraiment marqué parce que j'entendais pas de bruit humain et les oiseaux s'étaient tus. Hein, il y avait vraiment un brouillard épais et j'entendais pas un bruit. C'est assez surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude dans nos pays de se retrouver dans des endroits où on n'entend pas un bruit. Alors c'est assez vertigineux, hein, quelque part. C'est plaisant puis vertigineux en même temps, c'est assez paradoxal. Comment vous voyez l'avenir, Julien Arbé? Est-ce qu'on peut aller vers une meilleure cohabitation entre l'homme et le monde sauvage? On n'aura pas de choix. Il va falloir une cohabitation de l'homme et du sauvage, ça c'est obligatoire. Ouais, je passe un peu par des hauts débats. Des fois, je suis optimiste quand je vois des initiatives, des idées, des projets qui se mettent en place, autant humains, entre les humains entre eux qu'entre les humains et les espèces, ou entre les humains et les espaces. Il y a des choses super motivantes, et puis de temps en temps, je replonge, j'ai un peu les idées noires, je me dis, oh là là, mais va vraiment falloir qu'on se bouge les fesses assez vite. Parce qu'en fait, c'est vraiment urgent, quoi. Il faut faire quelque chose. Il faut qu'on arrête de prendre des décisions qui vont à l'encontre juste de l'avenir, quoi. On peut pas continuer comme ça. Hein. Moi, j'y pense de plus en plus depuis que j'ai une petite fille qui va avoir 4 ans, là, dans 2 semaines. J'ai envie qu'elle soit dans un univers où elle trouve sa place et puis où on laisse la place à la nature. S'il n'y a pas de nature, de toute façon, il n'y a plus d'humain. Hein. J'espère qu'il y aura plein d'initiatives qui vont naître de partout, des belles choses, des mises en réseau, des idées. Puis qu'on arrive à retrouver un lien avec la nature et qu'on arrête d'être en hors-sol et qu'on voit les animaux comme des choses qui nous dérangent. Une plante ou un animal, c'est pas seulement quelque chose qui va nous apporter ou nous enlever quelque chose, c'est juste quelque chose qui est là avec nous sur Terre. Je dis tout le temps, c'est nos colocataires, on partage le même territoire, il faut de la place pour tout le monde. Et c'est pas que le porte-monnaie qui doit guider nos choix, en fait. Merci beaucoup, Julien Arbé. Je rappelle que votre ouvrage « Ma vie sauvage dans le Jura » est disponible au prix de 36 € hors frais postaux. Pour se le procurer, on peut vous envoyer un mail à cette adresse, julien.arbez, ARBEZ, @laposte.net. Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces précieuses informations sur le Ticodrome échelette, un oiseau qui hiverne également en Saône-et-Loire. On va tâcher d'ouvrir l'œil pour les débusquer ici. Et puis, si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent voir des photos de ce magnifique oiseau, ils peuvent également se rendre sur votre site internet www.julienarbé.fr. Merci beaucoup, Julien. Avec grand plaisir, merci, au revoir. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.